Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'anime To Your Eternity, un anime que j'ai bien apprécié, qui était cool et très correct en soi. On n'est pas non plus sur une dinguerie parfaite, mais c'était vraiment bien, et il y a quelques points très pertinents et intéressants déjà exploités, et qui peuvent encore plus l'être dans le futur. Actuellement, je suis déjà très hypé car une saison 2 a déjà été confirmée pour automne 2022. Là vraiment je suis content de ouf. Parce que du coup, je pense que cet anime pourra exploiter son grand potentiel sur le long terme avec cette saison 2 et pourquoi pas une saison 3. Et oui, on peut y croire, mais on regardera cela plus en détail en fin de vidéo. D'abord, lance intro Billy. J'ai toujours voulu dire ça dans une vidéo. Commençons par une petite rétrospective sur l'œuvre. Fumetsu no Anata ou To Your Eternity est un shonen écrit et dessiné par Yoshitoki Oima, connu pour son manga A Silent Voice qui a donné lieu ensuite à l'incroyable film d'animation adapté par le studio Kyoto Animation, un des meilleurs films d'animation japonaise et à titre personnel mon film préféré, ainsi qu'un des rares films d'animation que je considère comme une véritable masterclass. Car oui, c'est une masterclass, y a pas de débat à avoir ici. Écoute-moi bien, c'est une masterclass c'est tout. Commence pas à écrire le contraire en commentaire, on va se battre. Si tu l'as pas encore vu, il faut que tu fonces le voir, genre tout de suite. Enfin, non, d'abord finis ma vidéo, abonne-toi et mets le j'aime, et après va le voir, car tu rates réellement une pépite. Oui, je fais mon fanboy, mais je l'assume. Ce film est incroyablement masterclass, c'est tout. Masterclass comme la manière dont j'ai rajouté ma demande pour que tu t'abonnes et que tu mettes le j'aime. Oui, je sais, trop de talent. J'ai trop de talent, je le sais. Revenons sur To Your Eternity. Le manga est prépublié depuis septembre 2016 dans le Weekly Shonen Magazine, magazine qui prépublie également des mangas comme Fire Force ou Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend? L'éditeur en charge du manga est Kodansha, je pense pas qu'il soit nécessaire que je les présente, surtout avec le succès énorme que fait Tokyo Revenger actuellement et juste avant SNK. En France, To Your Eternity est édité par Pika Édition depuis avril 2017 avec 15 tomes de sortie. Le manga est toujours en cours et comptabilise actuellement 148 chapitres répartis à travers 16 volumes. Une adaptation animée arrive en avril 2021 et se terminera en fin août de la même année avec son 20e épisode. Le studio d'animation qui s'occupe de To Your Eternity est le studio Brains Base, spécialisé dans l'adaptation d'animés de light novel comme Bakano ou Durara. Des animés que j'ai absolument pas vus mais que je rajoute pour que ma présentation soit stylée et professionnelle. Et oui, on a un escroc jusqu'au bout ici. To Your Eternity a pour genre de la fantasy, de l'aventure ainsi que du drame. Et pour le coup, j'ai presque envie de dire limite trop de drame, mais je reviendrai dessus après. Pour les thématiques traitées, on retrouve du basique comme de la philosophie et de la remise en question, mais également des concepts plus poussés et plus complexes comme de l'empirisme. Si tu veux savoir ce que c'est, l'empirisme en gros c'est un ensemble de théories dont beaucoup de philosophes adhéraient et qui affirmeraient que toutes les connaissances que l'homme a proviennent de son expérience personnelle. Là j'ai vraiment résumé le tout très rapidement, mais vas-y, on n'est pas en cours de philosophie et flemme de rentrer en détail dans la thématique, ici c'est une chaîne manga et anime. On retrouve également les thématiques que traite le scénario en lui-même comme le concept d'immortalité, la métamorphose ou le sens de l'existence. Au niveau du scénario, ici pour le coup c'est quand même bien original et différent au début si on compare avec les autres shonen de la même période. Dès le début, on écoute un narrateur expliquer en mode dieu comme il a envoyé littéralement une sphère sur Terre pour nous montrer son aventure. Cette sphère qui a tout simplement un pouvoir qui pourrait le faire entrer dans les X-Men. Oh le bordel, c'est un disque dur avec espace illimité et immortel. Elle est intuable, elle peut se transformer en tout ce qu'elle touche quand elle le veut, et en plus après son pouvoir évolue car elle peut matérialiser tout ce qu'elle touche à volonté. Eh, moi si j'avais ce pouvoir, c'est fini, je matérialise des millions, et à moi la belle vie de chômeur, fini de travailler 8 heures par jour parce que voilà, hein, ça fait chier. Ensuite, t'as concrètement que des coups de chance puis de hasard qui arrivent à cette sphère et qui est bien le scénario. Car au début, la sphère enchaîne les transformations, d'abord en pierre, puis en mousse et en neige, et ça de manière chanceuse, car bien sûr, le hasard fait bien les choses. Puis dès qu'elle est en neige, t'as directement un loup qui va mourir sur elle. Ah là là, le sacré hasard qui fait bien les choses. Même si la surface enneigée était grande, le loup est mort pile sur la sphère. Cette chance de fou. Et une fois que la sphère se transforme en loup, elle commence à marcher dans une direction au pif, et elle arrive directement dans le village d'où le loup original provenait. Décidément, il est vraiment incroyable cet hasard. Là, à ce niveau, c'est lui le protagoniste principal de l'anime, c'est pas possible. Dans le village, il rencontre un gars qui s'appelle Johan et qui pense que la sphère est son vrai loup, puis le reste de l'épisode, il raconte sa vie alors qu'on s'en fout. Non, allez là, je vais rester sérieux un minimum. Car ce Johan, il a vraiment une vie de merde. En fait, le mec, il vit dans une région qui représente les vraies régions polaires, et donc on te montre comme c'est dur la vie dans ce climat. Genre là, Johan a dû rester s'occuper des vieux de son village pendant que tous les autres membres sont partis à la recherche d'un meilleur endroit pour vivre, à part que du coup, tous les vieux sont morts car ils ont pas tenu dans ces conditions. Donc le Johan, là, mentalement, il devait pas être au top entre les pertes humaines, le manque de bouffe et la solitude. Bref, après il décide de quitter le village avec la sphère pour rejoindre les autres membres partis. Il finit par les rattraper, mais il comprend vite qu'ils sont morts durant le voyage. Vive la grosse ambiance! Yeah! Est-ce qu'il y a un moment de bonheur de cet animé où la vie c'est de la merde tout le temps? À ce moment, Johan, je pense, il est plus à sa près. De toute manière, il peut rien lui arriver de pire.
Genre c'est sûr qu'il va pas mourir en décidant de rentrer au village car sur la route il se blesse salement. Y a aucune chance que ça arrive, hein. On est d'accord? Ah, c'est ça qui arrive? Ouais, bon bah certes c'est triste, mais au moins le perso principal de l'anime est vivant, et ça c'est le plus important. Donc dans une scène tire-larme, Yohan dit à la sphère de pas l'oublier et meurt sur une chaise. À part que du coup la sphère est pas humaine, elle comprend rien. Genre au début elle pige même pas qu'il est mort, parce qu'elle sait même pas c'est quoi mourir. Puis en le touchant, la sphère se transforme en ce Yohan, et là encore une fois retour de meilleur protagoniste de l'anime, Azar-kun, qui fait que la sphère transformée va réaliser le souhait de Yohan en quittant ses zones polaires. Et c'est à partir de là qu'on vivra les aventures de notre cher disque dur illimité X-Men Immortel aka la sphère. Ah, et par la suite, elle obtiendra le nom de Fushi, et c'est ce nom que j'utiliserai durant le reste de la vidéo pour parler d'elle. Parce que tu vois, le mot sphère c'est cool mais ça va 2 minutes. La dimension du scénario change en cours de route car on voit ce narrateur qui se nomme l'observateur expliquer à Fushi son objectif. Qu'en gros il s'en fout de lui et qu'il l'a créé pour qu'il sauvegarde toute la terre avec son pouvoir de disque dur car lui ne peut pas le faire, dit-il. Je rappelle quand même que ce pélo là, il a une dégaine d'antagoniste énervé avec sa capuche issue de Webtoon. Il est limite un dieu car il peut apparaître où il veut quand il veut. Il est invisible carrément pour tous les humains. Il peut potentiellement faire réincarner les gens. Mais il est incapable d'enregistrer tout ce qui se trouve sur Terre. En fait, c'est un dieu ou un démon, mais encore plus nul qu'une version ratée, quoi. À moins que ce soit un défaut. Ou alors ce sera juste expliqué plus tard. Ah, et s'il veut que Fushi fasse ça, c'est car il a un ennemi qu'il appelle les Knockers, et qui est littéralement une sorte de verre avec un noyau qui peut prendre la forme de tout ce qu'il absorbe, et qui veut détruire la Terre et empêcher Fushi de tout enregistrer. Oui! Encore un protagoniste manichéen! Parce que tu vois, le ver de terre il est méchant parce que c'est badass d'être méchant. Ouais. Donc cet ennemi reviendra souvent pour essayer de voler tout ce que Fushi a sauvegardé en lui, et comme la Team Rocket de Pokémon, il va revenir encore et encore pour lui faire chier. Ouais, parce que tu vois, le truc se régénère, tu sais pas comment, même après avoir été détruit. C'est sûrement encore un coup de Azar-kun qui devient un antagoniste de l'anime. Oubliez RN et Light, c'est du pipi de chat à côté de Azar-kun comme protagoniste qui devient antagoniste. Bon, là j'ai fait que de tourner en dérision le synopsis, mais faut que je reste sérieux un minimum. Après tout, c'est quand même une analyse et une critique de l'anime. La force principale de l'anime est les contextes qu'elle met en place et la manière dont elles sont développées, ainsi que les développements et l'évolution de Fushi comme perso principal. Déjà car justement, Fushi sera développé à travers son adaptation et sa socialisation avec les humains qu'il rencontrera durant les 3 gros arcs de la saison. Il va s'attacher surtout à 3 humains, Marsh, Gugu et Piolan qu'il considérera comme sa famille, et c'est grâce à eux en grande partie qu'il évoluera physiquement et psychologiquement au fur et à mesure. Mais en plus, à côté, on nous décrit différentes sociétés et cultures où il va se retrouver mêlé, et à chaque fois on nous posera un problème lié avec. Problème qui est plus ou moins réglé positivement ou négativement à la fin de chaque arc avec ou sans l'aide de Fushi, ça dépend vraiment des arcs pour le coup. Que ça soit ici avec cette présentation des régions polaires où on nous montre que la vie a été compliquée pour les habitants et où la nature est sans pitié avec eux, ou ensuite dans les régions de Ninana et ses autres régions alentours où Fushi sera impliqué et qui te questionnera sur tout ce qui est des cultures, des traditions, du libre arbitre et de la liberté tout simplement. Ça va des traditions anciennes surtout liées à des légendes et des mythes où il y a des offrandes et des rituels perpétués régulièrement, jusqu'aux traditions plus familiales présentes et effectuées obligatoirement de génération en génération dans les hautes castes, en passant bien sûr par une petite critique des différences de traitement et de qualité de vie qu'il y a entre la classe sociale moyenne et la riche, et ce qui en ressort, car ça fait toujours plaisir de critiquer ça vu qu'on n'aime pas les riches. C'est ironique que je dis ça alors que je suis suisse. Ou dans le dernier arc sur l'île de la prison, qui te questionnera toi qui regarde l'anime et surtout Fushi sur des thématiques comme l'éthique, la morale, l'importance de la vie, la mort, la signification de la liberté, la haine, la solitude, etc. etc. C'est là où on reconnaît bien la patte de Yoshitoki Oima, et là je vais encore faire mon fanboy psychologue et sociologue, car je dois dire que j'adore cette manière qu'elle a de mettre en avant différents problèmes liés aux sociétés, cultures, traditions ou dans les castes, tout en mélangeant ça au scénario de l'histoire. Pour moi, c'est ça qui rend vraiment une œuvre meilleure qu'une autre et qui la monte à un niveau supérieur qu'une œuvre qui se contente simplement de faire un bon scénario. En termes de manga, il n'y a qu'à regarder, hein. Devilman, Akira, Parasite ou plus récemment SNK. Et en anime Evangelion, Perfect Blue et Silent Voice, tous ceux que j'ai cités sont des masterclass et ça pour une seule raison. Tous critiquent et dénoncent à travers leur œuvre des dérives de l'humain, des sociétés, des problèmes sociétals ou culturels ou des périodes de l'humanité. Donc à la fin, ça reste plus mémorable pour les gens et ça traverse ces générations. Dans 50 ans, on se souviendra encore de Evangelion et de comment ça abordait parfaitement la psychologie, surtout à travers la thématique de la dépression. Alors que Elfen Light, sa copie Wish remplie de nudité pour exciter les ados prépubères dégénérés, non. Oui, c'était une pique gratuite, mais la vérité devait sortir. En soi, c'est ce que fait toujours Eternity, et c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que cette œuvre a un gros potentiel sur le long terme, car pour l'instant dans cette saison 1, elle s'en tire très bien. Cependant, il y a quand même un gros problème et qui vraiment devient dérangeant à la fin du deuxième arc. Dans cette œuvre, le message que la mangaka veut faire passer, c'est que la mort est quelque chose d'inévitable, qui nous arrivera à tous et que c'est pas si grave en soi. C'est un passage qu'il faut traverser,
qu'en gros, faut relativiser dessus, arrêter d'avoir peur et de voir ça tristement et négativement, car en soi la mort c'est que du positif. Donc il y aura beaucoup de morts dans cette saison 1, mais là n'est pas le problème. Car à la fin, on voit les morts sous forme de fantômes au même endroit et tous semblent heureux et délivrés de leur fardeau qu'ils avaient sur Terre. C'est une vision très enjolivée et idéalisée de la mort, d'accord, pourquoi pas, même si moi perso, tu vois, je vais pas mourir et me dire « Franchement, c'est pas si mal d'être mort ». Ici, le problème c'est qu'il y a peu de morts qui sont là pour illustrer ce passage obligatoire, alors qu'à côté, il y a beaucoup de morts qui sont là uniquement pour le scénario et pour que tu sois triste, et ça tu le remarques très très vite. Je veux bien accepter que To Your Eternity soit dans la lignée des animés tristes avec beaucoup de drame, il y en a plein qui réussissent très bien dans ce domaine, Your Line April. Mais To Your Eternity, en anime en tout cas, montre qu'elle ne sait pas bien exploiter la thématique ou très maladroitement. Mais en soi, je trouve que ça cache vraiment le propos que l'auteur essaie de faire passer sur la mort, c'est vraiment le seul défaut de l'anime qui m'a vraiment saoulé. Après, peut-être que c'est l'adaptation animée qui me donne cette impression et qu'en manga c'est pas du tout le cas. S'il y en a qui lisent To Your Eternity devant cette vidéo, n'hésitez pas à rectifier le tir en commentaire, ça serait cool et moi ça m'aide car la vidéo sera mieux référencée. Ah bah escroc un jour, escroc toujours. Hein. Sinon, l'autre point que je trouve pertinent dans cet anime et qui peut encore mieux être exploité, c'est le développement général de Fushi. Avec sa condition de X-Men immortel non humain mais qui devient humain, on peut le voir changer, évoluer et douter. Il va découvrir toutes les émotions humaines, apprendre des normes, des valeurs, etc. Et c'est déjà ce qu'on voit beaucoup à partir du milieu de la saison jusqu'à la fin. En prenant du recul pour me faire un avis global sur l'anime, je dois dire qu'après avoir vu la saison 1, je suis hyper content qu'une saison 2 arrive et j'ai très hâte de voir la suite. Car même là, si je tourne beaucoup le tout sur l'humour pour la vidéo, en soi tout est très bien, autant le scénario et les différents contextes qui nous sont présentés, que le développement de Fushi, et donc nous qui regardons l'anime, on kiffe ça. Bon, je pense que beaucoup ont dû surtout lâcher des larmes en visionnant To Your Eternity, bande de fragiles. Non, je rigole, moi aussi j'étais pas bien pendant la première mort. Surtout que maintenant, on a envie de savoir ce qui va arriver à ce Fushi au corps vieilli et tout seul. Ça aurait vraiment été criminel de s'arrêter là en animé. Pour être honnête, au début, je pensais qu'il n'y aurait pas de saison 2, surtout quand j'ai vu que l'anime avait directement été annoncé à 20 épisodes, car j'ai rarement vu un animé à 20 épisodes avant de saison 2. Mais ici, plus les semaines passaient, plus j'étais sûr qu'il y aurait beaucoup de chances qu'une saison 2 arrive. To Your Eternity faisait toujours partie des animés les plus regardés sur Crunchyroll, et les ventes du manga suivent aussi, sont stables et très bonnes. Même si c'est loin de rivaliser avec Tokyo Revenger en termes de vente de manga, par contre au niveau de l'anime ça a bien suivi et même des fois ça a fait plus d'audience que Tokyo Revenger alors que les deux animes étaient sur la même plateforme. C'est drôle car en soi To Your Eternity ça a pas fait parler de lui autant que Tokyo Revenger sur internet ou sur les réseaux sociaux alors que ça marche autant bien. Ce qui m'a agréablement étonné pour le coup, c'est que la saison 2 a directement été annoncée et datée pour automne 2022 le jour où le dernier épisode de la saison 1 est sorti. Pour la vidéo, je suis allé regarder où To Your Eternity en était niveau manga et j'avais vu qu'il y avait largement de quoi faire une saison 2 rapidement, vu que la saison 1 s'arrête à la fin du chapitre 54 et que dans le manga il y a actuellement 148 chapitres de sortie. Donc je savais que la saison 2 pourrait potentiellement arriver vite, mais pas à ce point. Donc ici c'est une très bonne surprise de voir que la saison 2 arrivera dès la fin de l'année prochaine. Ça fait vraiment plaisir car To Your Eternity fait partie de ces œuvres que je préfère regarder complètement en animé. Donc de mon côté je vais tranquillement attendre la saison 2. Sur le site officiel de l'anime, mis à part l'annonce et la date pour automne 2022, et le fait de savoir que c'est toujours le studio Brains Base qui s'occupera de la saison 2, il n'y a pas d'autres informations. En soi c'est clairement suffisant, mais s'il y a d'autres infos importantes qui sortent, tu vas les indiquer dans un commentaire épinglé sur cette vidéo. Cette saison 1 de To Your Eternity aura été une saison que j'ai globalement bien kiffé, où j'ai pris plus ou moins beaucoup de plaisir à la regarder, malgré un moment durant le milieu de l'anime où j'ai eu envie de le drop, bien que je pense que la mangaka a pas autant bien fait ici que dans A Silent Voice, surtout vis-à-vis du scénario. To Your Eternity reste un anime réussi et sympathique à voir. C'est pas là où tu vas te dire que tu as perdu ton temps à la fin de ton visionnage, pour le coup j'ai juste une chose à dire, vivement que la saison 2 arrive, saison que je vais bien évidemment traiter en vidéo par la suite. En tout cas, pour ceux qui veulent pas attendre la saison 2, pour continuer un manga, vous savez à quel chapitre commencer. On arrive à la fin de cette critique / analyse de To Your Eternity, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre le j'aime et à t'abonner si tu souhaites envoyer du soutien à un youtubeur manga et anime éclaté et pas drôle comme moi. Et sur ce, je te dis à la prochaine.